Allez, je lance l'enregistrement. Hop. Et donc on a sous les yeux là le dollar. Je vous l'avais montré dans la vidéo de cette semaine, la vidéo hebdo. C'est vrai que le dollar, si on le prend en weekly, là, ça reste vraiment très très fort. On n'a pas forcément de retournement de tendance qui est à l'ordre du jour sur le moyen terme. On a cette Tenkan hebdomadaire ici qui drive les prix vraiment à la hausse et qui joue le rôle de support, et pour l'instant elle n'est même pas remise en question. Même cette semaine avec une certaine décollecte des prix là. Et ben, ça n'a pas affecté le moyen terme, donc pour l'instant ben, le dollar garde sa place de roi, si on peut dire. Et en fait, même sur le court terme, cette trendline ici que j'avais tracée est toujours d'actualité. Et il faudrait vraiment la casser à la baisse pour aller chercher dans un premier temps ce nuage. Et dans un second temps, si vraiment le dollar, on a des bonnes nouvelles et que les marchés décident d'aller sur des actifs autres que le dollar, et sortir de leur liquidité pour retourner sur des marchés actions ou obligations, bah, il faudra, ça sera donné par cette cassure ici du nuage. Si on projette avec plusieurs timeframes d'Ishimoku, on peut voir ici la Tenkan hebdomadaire que vous avez là. Et la Kijun ici, il faudra également la surveiller. Donc attention à ce moyen terme qui reste très fort. Toutefois, le MACD croise à la baisse, donc attention à ce retournement qui est donné. Je pense que la trendline sera testée, si c'est pas cette semaine, ce sera l'autre. Sauf cassure, vraiment sauf retour à la hausse et redépassement de la Tenkan ici qui invaliderait le signal enclenché par cette bougie d'hier qui a vu une cassure à la baisse de ce niveau-là. Donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet et qu'on s'intéresse à autre que le dollar, un rapide tour sur les trois plus gros taux qu'on peut avoir actuellement aux États-Unis, avec le taux à 2 ans ici en rouge, le taux 10 ans en blanc et le taux 30 ans en jaune. Et alors il y en a un en orange, mais il compte pas, genre, en fait j'en ai deux. Le taux 2 ans reste vraiment très fort par rapport aux deux autres taux, donc ça confirme un peu le fait que l'économie est en difficulté en ce moment. Et leur tendance reste toujours à la hausse également, et pour l'instant, ben, on n'a pas forcément de signaux baissiers, comme je vous le montrerai dans quelques instants. Mais là, c'est vrai que de corréler les trois en même temps, on peut voir que le fait que le 2 ans soit aussi éloigné, eh bien, on n'a pas forcément d'éclaircissement, si je puis dire, de la situation actuelle. Et le fait qu'on ait des rebonds reste purement technique. Pour l'instant, on n'a pas forcément de bonnes nouvelles de ce niveau-là. Donc attention quand même aux pièges techniques qui pourraient se profiler. Si on analyse maintenant bah, le taux 2 ans, on le prend en exemple ici. Je vous le mets en... Non, pas le mettre en autocratique, on y voit mal. Mais là, même sur le court terme, vous voyez qu'on a à peine une alerte baissière que donnée par cassure de la Tenkan, donc la tendance est toujours valide tant que la Kijun ne casse pas. Si la Kijun cède, il faudra envisager le retour sur la SSB ici à 3,58%. C'est pas encore le cas. Le MACD croise à la baisse, donc on pourrait espérer quand même un retour au moins sur cette Kijun pour un test, et pourquoi pas une cassure. C'est quand même à surveiller, parce que c'est vrai que les taux, là, ça fait un grand moment que ça dure. Techniquement parlant, ça serait une grande tendance haussière qui s'accélère, comme pour le dollar. C'est vraiment flagrant, hein, c'est une grande accélération, donc attention à ce retournement qui pourrait agir assez vite. Et c'est valable vraiment pour le 10 ans également, hein, qui est très loin de sa Tenkan hebdomadaire. Donc pour l'instant, il reste puissant. Il empêche également les indices de se libérer et de casser des signaux un peu plus... des niveaux un peu plus importants. Mais pour l'instant, les taux, pour moi, restent forts. Et le fait que les États-Unis ne déclarent rien pour l'instant, en termes de changement de politique monétaire, on ne peut rien avancer. Le jour où les États-Unis verront que 1, l'inflation baisse et que 2, tout commence à rentrer dans l'ordre, que la situation s'améliore, de côté économique, je pense qu'à ce moment-là, ça sera, dans le meilleur des mondes, ça sera pour début 2023, le premier trimestre. Ça serait vraiment une baisse de l'inflation et une diminution de tous ces problèmes qu'on a actuellement. Et à ce moment-là, on pourra commencer à stabiliser les taux directeurs et, pourquoi pas, enfin voir une diminution de ces taux moyens, courts et long terme. Donc pour l'instant, ça serait plutôt je dirais des positions qui pour acheter le point bas, hein, vraiment le support. Je vous propose de passer sur le S&P 500, le contrat futur. Et en fait, j'avais fait quelques petites analyses sur le groupe côté S&P 500.
On va regarder d'un point de vue mensuel, parce que j'ai identifié ici des plats de Kijun. Sur le mensuel, le S&P 500 reste fortement baissier, puisque en dessous de sa Kijun, on a eu ces deux grosses bougies rouges là qui confirment cette baisse, et le MACD comme le RSI restent sur des signaux assez vendeurs. Donc on n'a pas forcément de signaux positifs de ce point-là. La Kijun et le plat de SSB à 3492 $, pour moi c'est le premier support long terme qu'on pourrait avoir. Pardon. Et on peut voir que c'est assez... On n'est pas loin de l'ancien niveau, de l'ancien plus haut avant Covid. Donc on revient vraiment sur des supports qui sont long terme et qui sont clés. Parce qu'à mon avis, si on vient casser ce niveau-là, ça veut dire que, ça s'améliore pas et ça commence vraiment à dériver comme personne ne l'avait envisagé. Et 2, ça veut dire qu'on aura un retour au nuage, donc sur des supports qui sont encore plus longs et qui vont remonter à plusieurs années en arrière. On n'y est pas encore, évidemment. Il faudra d'abord casser ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment le dernier support long terme qu'on peut avoir. Et si on se base sur le weekly ici, alors je vous explique les deux plats de Kijun que j'ai ici. Je le projette avec mon MTF Ishimoku, le multi-time frame, et je les obtiens ainsi. Et c'est pour moi les deux niveaux clés qui supportent les prix avant cette décollecte et un retour vers l'ancien niveau le plus haut du pré-Covid. Le fait qu'on ait ces deux plats ici protège les prix. Pour l'instant, ça marche, puisque on invalide le signal qui est donné la semaine dernière par une clôture sous ce niveau-là. On reste fort, donc attention à la fin de semaine, puisqu'on n'est qu'à la moitié. Même si c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chiffres qui sont sortis depuis lundi, qui sont assez positifs. C'est vrai qu'il reste encore 2 jours, donc attention à un possible retournement. Pour l'instant, on a cassé cette Tenkan journalière à la hausse. On pourrait retourner tester au moins la Kijun journalière. Ça montrerait qu'on a eu un rebond technique, vraiment confirmé. Et par la suite, je surveillerai cette trendline ici, à mon avis, qui jouera un rôle, puisqu'on a quand même 2 points hauts. Et ça sera sans doute un grand problème si on vient retourner, casser d'abord cette Kijun, et après tenter de retourner sur ce niveau de nuage. Ça sera quand même à surveiller. Le rebond pouvait être prévisible, évidemment c'est plus facile de dire une fois que c'est enclenché. Mais on avait quand même un signal qui était donné avec une divergence haussière du MACD ici, avec cette divergence positive qui est quand même assez importante. Quand un histogramme donne cette divergence, c'est assez important, il faut le prendre en compte. On a quand même un signal qui était donné en fin de semaine. Donc on a eu, ça marche, on casse la Tenkan, le retour à la Kijun peut être envisageable au moins pour les 2 prochains jours. Et si vraiment dans le meilleur des mondes on casse, ça sera un retour sur la trendline et le nuage. Toujours indice majeur, on a le Nasdaq ici qui lui aussi rebondit techniquement avec la Kijun ici comme prochain objectif. Double point bas, point d'interrogation, ça sera quelque chose qui va être long à valider parce qu'un double bottom n'est validé qu'une fois qu'on casse la ligne de coup ici, ça serait à 13 700 $. Donc on en est assez loin, mais on a quand même un bon bout de chemin à faire avant d'avoir un vrai signal. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a ce même signal qui est donné par la divergence du MACD et le croisement des moyennes mobiles qui est en cours. Donc on retrouve un peu de couleur pour ce dernier trimestre de l'année 2022. C'est vrai qu'il est souvent connu pour être un trimestre où l'on vient rebondir. Avec le rallye du marché de Noël, non. Mais le rallye de Noël est souvent bénéfique pour les marchés, puisque là, on va avoir un rallye haussier qui permet de retrouver des supports, du moins des résistances un peu plus hautes, et donc des niveaux beaucoup moins critiques que ceux qu'on pouvait avoir ici, par exemple. Donc voilà, après côté européen, on peut avoir le DAX allemand qui est beaucoup plus surveillé que le CAC 40, puisqu'on a beaucoup de pression sur ces marchés-là, c'est assez le symbolique niveau Europe. Pour l'instant, le DAX allemand lui reste loin de sa Tenkan hebdomadaire. On n'a pas forcément de retournement moyen terme. Et là, par contre, à contrario, si on compare avec les États-Unis, le rebond est beaucoup plus fort côté européen que côté américain. Tout simplement puisque on a quand même eu des nouvelles fondamentales côté Russie. Et aussi avec la libération du gaz. Vous savez que l'Italie n'était plus alimentée par Gazprom en termes de gaz liquéfié, et bien c'est revenu là cette semaine. Donc c'est vrai que ça a enlevé une certaine pression côté Europe, puisque là ça commence à être assez critique là aussi. Et depuis le début de semaine, ça rebondit beaucoup plus fort. On est venu au contact de la Kijun, mais on ne l'a pas cassé.
Donc à mon avis, on a plutôt des prises de profit ce jour. Des traders qui viennent fermer les positions après avoir, je pense, bénéficié d'un grand profit depuis hier, même avant-hier. Si ça casse ici, ça sera quand même bon parce que ça permettrait d'aller chercher ce plat de SSB à 13 200 $. Donc ça serait un sacré retournement de tendance. Et là, pareil, on pourrait identifier cette trendline ici pour les prochains jours. Évidemment, on n'y est pas encore, mais là, on peut voir que la MACD commence vraiment à croiser. C'est un peu plus puissant par rapport aux États-Unis. Donc l'Europe, à mon avis, sera surveillée pour cette semaine et la semaine prochaine, puisque c'est quand même assez animé. Alors je voulais vous montrer un peu du côté des sentiments ce qu'on pouvait avoir. Parce que le sentiment est parfois connu pour être avant-gardiste en termes de rebond. Et la semaine dernière, on avait eu l'index de peur et de cupidité, comme on pourrait dire en français, de Fear and Greed Index, qui était dans l'extrême peur. Les marchés étaient vraiment assez tétanisés, puisque tout le monde avait des mauvaises nouvelles. Il y avait aucune bonne nouvelle en fait. Même de toute la semaine, on n'a rien eu de bon. Et on était vraiment sur un ratio, on a tapé les 14 je crois, qui était vraiment très bas. Qui est pour moi un ratio qui n'est pas touché très souvent. Et là en fait on est retourné dans la peur avec le rebond, on va dire que ça a un peu calmé les esprits. Mais on reste quand même sur un indice qui n'est pas forcément avantageux pour les bulls. Évidemment, si on passe en l'envers et que on va contre la tendance générale, ça voudrait dire qu'on peut acheter les supports puisque celui-ci risquerait de tenir. C'est pour l'instant confirmé avec ce qu'on pourrait avoir en termes de rebond cette semaine, mais attention quand même pour les prochaines semaines. On reste quand même dans l'extrême peur, donc il faudra attendre quelques mois avant que ça se décante. Côté matière première, on a eu un sacré rebond de l'or, là aussi qui était porté par des nouvelles un peu plus importantes. On a cassé la Kijun ici, contrairement aux indices, et ce qui pourrait être bénéfique, c'est de retourner sur ce nuage et de le passer à la hausse. On n'y est pas encore, comme on peut dire. Toutefois, le MACD ici donne un signal d'achat. Je verrais bien au moins un test des 1748 $, ce qui veut dire qu'on rentrerait en terrain neutre ici dans le nuage. Et ça permettrait aussi à l'or de souffler, puisqu'on est vraiment sur une tendance baissière assez marquée. On n'avait pas réussi à passer ce nuage ici l'été dernier, et j'avais cette trendline moyen terme qui joue un rôle assez majeur, qui pour l'instant bloque toujours les prix. Si celle-ci casse, à mon avis, ça sera un sacré signal haussier pour d'abord retourner sur ces niveaux-là des 1800 $, et après, dans le meilleur des mondes aussi, le plat de SSB à 1893, suivi de celui-ci, et enfin les anciens plus hauts qu'on avait pu avoir en 2022. À surveiller également. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je prends toujours. Ou bien si vous voulez que j'analyse autre chose en plus de ce que je fais actuellement, c'est toujours bien. Le pétrole, on a un retournement qui est donné ici par une cassure de la tendance, de la Kijun journalière. Tout simplement puisqu'on a eu une nouvelle aujourd'hui qui est tombée, qui était une réduction de la production de barils par jour. Et forcément, ça drive les prix à la hausse. Donc on a eu un rebond technique qui s'est mis en place depuis la semaine dernière, puisqu'on était sorti par le bas de ce nuage ici en début d'été. Ça avait permis de vraiment soulager les marchés. C'est un peu ce qui avait permis aussi le rebond, puisqu'on s'est dit, si le pétrole baisse, l'inflation risque de baisser, donc on va avoir des signaux un peu plus positifs pour la fin d'été, début automne. Finalement, c'est pas trop le cas, puisque le pétrole reste sur des niveaux assez hauts, et on a toujours d'autres matières premières qui restent trop hautes pour permettre à l'inflation de diminuer. Donc attention à ce niveau qui est cassé ici, puisque ça veut dire qu'on a un retour possible sur le ratio de Fibonacci ici à 92 $. On aura cette Kijun ici qui va jouer un rôle de résistance. Mais je vois bien un retest au moins du nuage ici comme tentative de renversement de la tendance. Pour l'instant, on reste quand même baissier. Forcément, on reste sous le nuage. Par contre, attention à cette tendance qui pourrait être invalidée si on retourne dans celui-ci. Et le sacro-saint Bitcoin. Donc on y arrive pour le Bitcoin en tout cas. On a beaucoup de choses à dire sur les cryptos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va dire qu'elles ont mieux résisté que les marchés actions. Du moins que les indices boursiers majeurs. Parce qu'on a eu cette situation de range ici.
qui était très ennuyante, hein, on va pas se cacher, c'est ennuyant quand on a un range, même si une tendance baissière, c'est pas forcément positif, mais on a eu des petites bougies, ce qui n'est pas habituel du Bitcoin. Des petites bougies sans grand mouvement, sans grande tendance qui se dessine. Faudrait presque aller piocher sur des graphiques en 1 heure pour avoir du mouvement. Et là, sur le graphique en journalier, on est à l'arrêt complet. Depuis la tentative de cassure des 25 000 $ que j'identifie ici comme un support clé, une résistance clé, pardon. Et qui avait tenu bon le 14 août, 15 août, durant ce test de cassure. Le fait que le marché crypto tienne mieux, c'est quand même assez positif, puisque ça montre qu'on a des acheteurs qui sont sacrément présents sur ce support des 18 800 $, du moins cette zone ici. On a une grosse zone de congestion où à chaque fois que les prix tentent de casser à la baisse, eh bien on a un retour à la hausse avec des grosses bougies vertes qui viennent invalider le signal. Ça montre qu'on tient quand même à ce niveau, et c'est vrai que j'avais vu sur l'open interest sur le contrat futur, on a beaucoup de strike price ici sur ces niveaux, donc un niveau qui est assez défendu. Ce qu'on peut dire en début de semaine, c'est que la Kijun joue toujours le rôle de résistance. J'avais identifié dans la vidéo, si vous l'avez regardé ce lundi, que c'était le niveau de déclenchement pour aller à la fois rentrer dans le nuage, tester cette trendline qui doit absolument être cassée si on veut vraiment aller plus haut, tester cette trendline de court terme là, et retourner aux 22 000 $. Si la Kijun lâche, à mon avis, c'est un scénario qui sera envisageable de retourner dans une zone neutre, à la fois dans le nuage, mais aussi pour tester ce haut de SSB ici, qui va être, à mon avis, assez embêtant à casser, puisque c'est là aussi un niveau défendu par les vendeurs, puisqu'on a un gros open interest ici entre les 22 000 et 23 000 $, avec des stop-loss qui sont placés sur ces niveaux-là. Si les acheteurs arrivent à passer au-delà des 23 000 $, pour moi, c'est un signal assez clé, parce que ça veut dire qu'on a réussi à passer cette zone de surveillance et qu'on est apte à aller aux 25 000 $, et pourquoi pas beaucoup plus haut. Évidemment, ça sera à voir, mais là, on reste assez bloqué. On a une tentative qui avait été infructueuse la semaine dernière, avec cette bougie ici du 27 septembre, où on a vu la même configuration que ces 2 derniers jours. Tentative de cassure de la Tenkan, retour et un test de la Kijun, et finalement on finit en bougie rouge et clôture sous la Tenkan. Et j'avais eu peur ce soir-là qu'on ait une bougie rouge et que les vendeurs reprennent la main pour casser la zone des 18 800 $. Ça n'a pas été le cas. Donc les acheteurs restent forts, pour moi c'est un signe clé, tout simplement. Ils arrivent à garder la main sur ce support et c'est fondamental. Si on casse, là je vous renvoie sur un graphique en hebdomadaire comme on peut avoir. Le graphique en hebdomadaire qui nous dit que le prochain coup, eh bien, c'est ce bas de mèche ici, et après c'est les 14 000 $. Vraiment, c'est pas forcément ouf ce qu'on peut avoir ici. C'est pas top, mais c'est l'ancien plus haut de 2019, aux 13 965 $. Techniquement, ça fait un gouffre, hein, mais c'est pour moi ici, c'est pour moi le dernier support clé que peuvent avoir les acheteurs pour au moins cette fin d'année. Toujours sur le moyen terme, on a cette Tenkan hebdomadaire qui n'a pas été cassée, où on a eu une tentative au mois d'août, mais qui n'a pas été fructueuse, puisque la bougie rouge est venue invalider le signal. C'est toujours important d'avoir une confirmation et d'attendre au moins une confirmation par une seconde bougie, et là, ben, ça n'a pas été confirmé, ça a été infirmé. On reste bien dessous cette Tenkan hebdomadaire, et pour l'instant, ben, le moyen terme reste négatif, on reste baissier, tant que cette résistance des 21 600 $ tient. On l'a ici, comme on peut le voir, donc si on retourne sur le graphique court terme, eh ben c'est cette zone de congestion dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment la zone à casser. Si on casse, à mon avis, on va avoir une certaine libération des prix et on pourrait avoir ce rebond technique, au moins de moyen terme, pour les prochains mois, pour aller chercher des résistances beaucoup plus hautes, comme on pourrait dire, avec les 25 000 $. Et dans le meilleur des mondes, ça serait les 32 000 $ ici. Pour l'Ether, alors l'Ether c'est un peu plus particulier, on a vu la spéculation autour de The Merge qui était lancée. On a vu un rallye osciller durant l'été dernier qui était assez impressionnant, qui était venu casser cette Tenkan hebdomadaire, et ici le signal avait été confirmé. J'aurais espéré aller chercher l'objectif moyen terme qui était cette Kijun hebdomadaire. C'est pas arrivé, c'est dommage, parce qu'en général les prix sont assez aptes à aller chercher cette zone-là quand la Tenkan a lâché, mais là ça n'a pas été le cas.
Et en fait, la cassure de l'ancien point bas ici, des 1700 $, a été invalidée la semaine suivante, le 15 août. Et donc par la suite, c'est devenu assez compliqué. Là pour l'instant, on reste donc aussi baissier. Pour moi, c'est aussi un range de moyen terme entre cette borne basse et cette borne hausse. Avec un ratio de Fibonacci ici à 1207 $ qui reste clé, qui supporte toujours les prix d'un point de vue court terme. Et on peut le voir ici, c'est un peu à l'arrêt, similaire au Bitcoin. Pour l'instant, on n'a pas forcément de signaux ni de tendance qui se dessinent. On tourne autour de la Tenkan journalière, on n'a pas forcément de grosses bougies et de gros volumes. C'est dommage parce que là aussi on pourrait aller chercher la Kijun, mais pour l'instant c'est plat. Ça manque de tendance, ça manque d'entrain. Alors que le Bitcoin pour l'instant on a un peu plus d'entrain, c'est la grande, je dirais, c'est la grande différence entre ces deux géants. Comme je vous le disais, on peut zoomer en intraday ici pour avoir certaines tendances et un certain volume qui commence un peu plus à apparaître. Et là, on sort du nuage intraday, donc pourquoi pas un décollage vers d'abord ce plus haut et après vers le plat de SSB ici. Attention, ça reste quand même à confirmer. Mais ça pourrait aussi justifier un rebond au moins pour les 2 prochaines semaines vers la Kijun. Mais je voudrais vraiment cette bougie verte avec de gros volumes pour me confirmer que oui, les prix en sont capables. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. L'Atom, je l'avais publié plusieurs fois dans le groupe. C'était une belle tendance haussière qui allait à l'encontre de l'ensemble des marchés, même action. Parce qu'on avait cette tendance haussière qui a commencé à se dessiner par une cassure ici de la Kijun, entrée dans le nuage, sortie par le haut, confirmée par la lagging span qui sort également, et donc cette tendance qui a suivi son cours jusqu'au mois de septembre, pour aller taper le point haut ici que j'avais identifié, qui a été parfaitement tapé, mais pas cassé, c'est dommage. On a eu un double top qui a été confirmé ici par la cassure de ce niveau-là, et qui est en train de jouer le rôle, non pas de support comme je vais pu l'écrire ici, je vais le changer avec vous, mais de résistance. Voilà, donc ça sera à mon avis la zone à surveiller. Pour l'instant, on bataille pour ne pas sortir par le bas du nuage, puisque oui, les prix ont fait l'effort de ne pas sortir par ce nuage. Je me suis dit qu'on allait passer à travers avec une tendance assez flat. Ben finalement, c'est pas le cas. On a eu cette grande bougie verte qui est venue valider mon scénario, et finalement, on reste dans le nuage, donc on reste neutre. La Tenkan est venue rejoindre les prix, donc pour l'instant, on a une compression ici qui est en train d'opérer. Sorti par le bas, on aura ce ratio de Fibonacci qui va venir jouer le rôle de support. Par contre, si on vient le casser, ça sera un peu plus inquiétant, entre guillemets, puisqu'on là, on a un certain gouffre technique qui s'offre à nous. Donc, on viendra jouer avec le plat de SSB ici à 11 $. Je pense que la lagging span ici, qui sort par le bas de cette résistance, va venir taper la trendline haussière qu'on peut avoir ici. Donc, on pourra avoir un rebond sur ce niveau-là si la lagging span vient jusqu'ici. Mais pour l'instant, l'Atom reste haussier. Moi, je reste confiant sur l'Atom, puisqu'on a quand même des fondamentaux qui sont forts. On a eu des nouvelles avec la Cosmoverse qui a eu lieu il y a quelques temps, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Avec un nouveau white paper et donc une inflation sur le long terme qui devrait s'arrêter pour le nombre de nouveaux atomes qui vont apparaître. Je reste assez confiant sur le long terme pour Atom, puisque ça nous avait montré des sacrés points hauts, alors que durant la crise Covid, on était allé chercher des points à 1 $. On allait chercher les 44,8 $, donc c'est dire la force de des acheteurs qu'on a pu avoir, la force du signal ici. Il faudrait casser cette Kijun au moins pour aller chercher le plat de SSB à 25 $. Sur le court terme, on n'y est pas encore, à mon avis, il y aura du chemin à faire. Mais pourquoi pas, sur les prochains mois, je reste quand même assez confiant pour Atom. Link, ça reste une tendance assez flat. On reste dans ce range ici, entre la borne haute à 9,55 $ et la base qui est donnée par ce support de SSB ici, accouplé à la Kijun. Link, j'avais pu en faire un article qui reste assez d'actualité, puisque le support n'a pas été cassé. Même si c'est un support qui reste assez lointain avec la situation actuelle des prix. Là aussi, on reste bloqué sur la Tenkan hebdomadaire, donc toujours pas de tendance moyen terme. Si on arrive à la casser, ça sera à la fois ce plus haut et à la fois l'objectif moyen terme identifié ici, par ce long plat de SSB, qui va venir, à mon avis,
jouer les troubles faits, parce que là c'est vraiment assez long, et Ishimoku nous montre que quand c'est un long plat comme ça, c'est une grosse résistance. Par contre, si on arrive à le casser, ça veut dire qu'à la fois les acheteurs sont vraiment confiants sur Link, et que là on sera apte à aller au moins chercher le plat du nuage, et retourner dans une neutralité moyen terme. Et donc sur le court terme, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tendance qui se dessine. Ishimoku n'est pas forcément utilisable dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas de tendance qui est donnée si on sort par le bas du nuage ni par le haut. J'attends en fait une cassure de ce triple top qu'on a ici, à 8,11 $. J'avais peur qu'on retourne par le bas et qu'on casse, et vraiment qu'on affirme ce triple top. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le plat de SSB ici joue la résistance, mais si on casse à la hausse, ça serait un bon signal pour aller chercher les 9,92 $. Mais aussi le plus haut à 9,50, évidemment. XRP et Ripple, donc avec la news qui est tombée avec la SEC concernant leur dossier, qui, ma foi, reste assez long à traiter. XRP, on a eu un sacré rebond donc, qui était dû à la news qui est tombée, sur de gros volumes. Donc on a cassé ce support hebdo qui a été confirmé la semaine dernière par une clôture au-dessus de ce niveau-là, donc c'est nickel. En termes techniques, c'est vraiment super, et c'est une configuration qui appelle vraiment à une continuation de cette hausse ici qui a été donnée. Pour moi, je vois bien ce plat de SSB ici comme objectif également. Et si on projette avec le multi-time frame Ishimoku, c'est ce long plat de Kijun que j'identifie comme une vraie résistance. Puisque c'est quand même une résistance moyen terme. Oups. Et ce long plat, à mon avis, sera vraiment surveillé, puisqu'il va jouer un sacré rôle de résistance, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure. Mais XRP, je trouve vraiment très intéressant cette configuration, le fait qu'on ait eu la cassure confirmation, puisque le support tient, et un rebond cette semaine, ça donne envie d'y croire, comme on pourrait dire, et d'aller chercher cet objectif à 61 centimes. Évidemment, ça dépendra également de l'ensemble des marchés. Si vraiment tout le monde retire vers le bas et qu'on a des nouvelles fondamentales qui sont encore négatives, et qu'on n'a pas encore pricé, ça risquera de jouer un certain frein dans l'évolution du prix. BNB commence à me donner un signal assez positif, puisqu'on casse cette trendline de moyen terme, qui est venue stopper les prix depuis, si on regarde bien, depuis novembre 2021, c'était le 15 novembre. Je regarde pas si loin quand même. Cette trendline ici qui est en train d'être cassée, c'est assez positif. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de la Tenkan, au moins pour avoir un signal qui est confirmé et qui est assez fort. Clôture au-dessus de cette Tenkan, ça sera au moins une belle opportunité pour aller chercher la Kijun ici à 322 $, et après ce plat de SSB, cette zone là de congestion entre les 350 et les 366 $, c'est pour moi la zone qui sera la plus difficile à passer pour le BNB. Notez ici le twist, ce nuage très fin qui s'ouvre à nous. Il faudrait vraiment qu'on ait une hausse, comment on pourrait dire, verticale, ce qui risque d'être assez compliqué, mais pourquoi pas, hein. Mais le twist ici nous montre que le nuage est assez fin, et ça serait assez positif et beaucoup plus facile pour les prix de passer outre ce nuage pour retrouver une tendance haussière qui sera pérenne pour les prochains mois. Pour l'instant, ça commence aussi à se dessiner du côté journalier. Ça sera à surveiller aussi pour la fin de semaine, parce qu'on a une cassure. Vous voyez, ça c'est une cassure que j'aime bien, parce que ça se fait avec une grande bougie verte, des volumes un peu plus importants que la semaine précédente et le week-end dernier, même si le week-end c'est un peu plus calme puisque les traders ne sont pas présents. Par contre, j'aime bien cette configuration de cassure, puisque nous avons un test aujourd'hui de la SSB qui semble confirmer le signal, et donc ça appelle au moins à aller rechercher l'ancien plus haut ici à 336 $. Attention là aussi à la lagging span qui va venir tester cette trendline descendante. Ça risque de jouer le rôle de trouble fait, mais pour moi, le BNB donne quelque chose de positif par rapport à l'ensemble du marché pour aller plus haut. Donc voilà, ce sera vraiment là aussi à surveiller. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Quant à moi, je bois un petit coup, parce que ça donne soif de parler.
Et c'est un plaisir d'avoir tout ce monde. En tout cas, merci à vous de suivre ce live. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ne sont pas présents et qui sont arrivés après, j'enregistre le live, donc je verrai après pour voir où est-ce que je le publie. Mais il y aura bien une rediffusion qui sera disponible pour vous. Osmosis, qui est un coin un peu plus décentralisé, pour revenir sur l'analyse technique. A des volumes qui sont beaucoup moins importants, donc pour l'instant, les traders se désintéressent un peu du coin. Je pense qu'il faudra attendre un peu un vrai signal ici pour donner une tendance. On reste assez baissier sur le court et le moyen terme, parce qu'on est vraiment très loin de la Kijun. C'est un coin qui est rentré récemment sur les échanges centralisés, donc pour l'instant on a peu d'historique. Je le surveille tout de même, puisque c'est vrai que c'est l'une des cryptos avec un projet assez fort pour la DeFi, qui sera quand même à surveiller, je pense, dans les années à venir, qui était quand même assez fort et qui avait réussi à construire quelque chose de solide. Donc à voir pour les années à venir. Je pourrais jouer un œil à l'AVAX. AVAX qui là aussi donne une tendance un peu similaire au Bitcoin. On a une configuration qui reste classique, avec un support moyen terme qui a fonctionné, qui tient toujours bon, à 14,75 $. On est loin de la Tenkan hebdomadaire, ça serait bien d'aller au moins la rechercher ici à 23,76 $, mais pour l'instant, le court terme bloque toujours. Le court terme bloque décidément les prix. La configuration n'est pas forcément idéale pour un rebond, parce qu'on n'a même pas cassé la Tenkan journalière comme ont pu le faire d'autres cryptos. Si on la casse, ça serait un retour à la Kijun journalière et après le nuage, mais pour l'instant, je reste assez méfiant pour l'AVAX. Ça appelle plutôt un retour sur le support ici à 14,75 $ plutôt qu'un rebond. Dogecoin, si on veut se taper, si on veut observer un coin un peu plus olé olé, comme on pourrait dire. Oui, je vous fais des analyses sur des cryptos un peu plus différentes que d'habitude, mais c'est vrai que le Dogecoin, après la grosse hausse qu'on avait pu avoir sur l'année 2021, mais pour l'instant on reste assez flat, avec des volumes qui sont off, comme on pourrait dire. On est loin de la Tenkan. Si on voudrait avoir un retour sur la Kijun ici, ce serait une cassure de la Tenkan, mais pour l'instant c'est pas forcément le cas. Donc voilà, pour l'instant le Doge c'est très calme. Pourquoi pas un retour de la spéculation sur ce niveau-là, ça serait fort, même si je pense que ça fonctionnerait moins bien que l'année dernière. Je peux aussi vous proposer le IOTA qui lui aussi reste assez baissier sur le moyen terme. Donc pour l'instant on n'a pas forcément de configuration aussi, et ça va de pair avec le graphique journalier qui reste fortement baissier jusqu'en dessous du nuage. Si on jette un œil un peu plus global sur l'ensemble du marché crypto, pour l'instant on reste assez baissier, même si on a des tentatives. J'aimerais casser cette Kijun ici et donc aller tester le haut du range à plusieurs milliards de dollars. Si on casse ce haut de range, ça sera parfait pour à la fois rentrer dans le nuage qui était beaucoup plus fin qu'auparavant et sortir à la hausse. Et donc un retour, ça veut dire un retour du marché crypto dans une tendance haussière un peu plus globale. Ça serait assez positif, ça serait un gros signal et ça veut dire que la fin d'année se présenterait beaucoup mieux que les différents trimestres qu'on a pu avoir cette année. Ça sera à voir quand même avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de cette semaine et la semaine prochaine qui risque d'être assez importante. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des cryptos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Je prends toujours. Si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos que vous avez en tête, n'hésitez pas également. Si on revient sur un point de vue un peu plus global sur l'économie traditionnelle, je voulais également vous montrer le VIX. Là, on change un peu de sujet, mais je reviens un peu sur le sentiment du marché. On varie un peu en revenant sur ce type d'analyse, puisque ça nous permet de montrer un peu la volatilité générale du marché. J'avais identifié cette trendline qui court depuis le début d'année 2022. On ne l'a pas cassée. J'avais peur qu'on la casse et du coup qu'on enfonce des supports beaucoup plus importants pour le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones, côté États-Unis. Ça n'a pas été le cas et en fait on est venu infirmer dès le 28 septembre que, avec cette grande bougie rouge, que on arrive à tenir des supports. Pour l'instant la volatilité reste contenue.
si on avait cassé ce niveau-là, ça veut dire qu'on retournait vraiment sur des niveaux beaucoup plus hauts, et ça veut dire que le S&P 500 est bien cassé le support que je vous ai montré tout à l'heure avec le plat de Kijun mensuel, et ça aurait été beaucoup plus négatif pour l'ensemble des marchés. Donc le fait que la volatilité soit contenue et reste dans cette zone est pour moi un signe positif. Et ça pourrait justifier d'un rebond, au moins pour le trimestre qui vient, et au moins pour la fin d'année. Comme je vous l'avais dit également sur l'article qui est paru ce jour sur le Bitcoin, on va avoir les résultats du trimestre dernier pour l'ensemble des entreprises. Donc attention là aussi à mon avis, une augmentation des volumes et une augmentation de la volatilité. Puisqu'avec le dollar qui était resté fort, on va avoir à mon avis des entreprises qui auront moins vendu à l'étranger et donc qui vont être impactées par ce dollar qui est fort. Donc attention aux mauvais résultats qui risqueraient de rajouter de la volatilité sur le marché. Évidemment, ça sera assez inférieur par rapport à ce qu'on a pu avoir auparavant, mais c'est quand même notable. J'en profite également pour montrer le CAC 40, l'indice français, qui lui aussi a réussi à tenir bon avec son nuage hebdomadaire, et qui était pour moi le dernier support moyen terme, comme j'identifie ici. On pourrait dézoomer en hebdomadaire pour aller voir. C'était ce nuage-là que je vous parle, ce plat de SSB. La lagging span n'a pas cassé, donc on n'a pas eu forcément de signal qui était donné par une cassure ici. Et le fait qu'on rebondisse, c'est parfait, puisque ça nous permet de nous dégager de cette zone, et donc de retrouver un support court terme qui reste assez présent. Et en fait, si on se penche ici sur le court terme, on a la cassure à la fois de la Tenkan journalière et une tentative hier de la Kijun. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe rebondit plus fort que les États-Unis, c'est normal, avec les différents résultats qu'on a eus. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on casse cette Kijun ici pour aller rechercher le plat de SSB à 6200 points, 6200 $. Ça serait assez techniquement beau, franchement. C'est pas le cas pour l'instant, on a un retracement qui est normal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une prise de bénéfice. Mais le fait qu'on ait cette petite bougie rouge, pour moi, montre que les acheteurs veulent aller plus haut et reprennent la main au moins sur le court terme. Alors, les sites de référence, Abdellah, ce que tu me demandes, les sites de référence que j'utilise, pas que j'utilise, mais pour voir tout ce qui est macro monétaire, taux, inflation, etc. Alors, le site que j'utilise le plus, et que je vous invite également à utiliser, c'est Trading Economics. Je vais vous mettre le lien ici dans temporaire. Trading Economics, je m'en sers beaucoup puisque on a tous les résultats en fait, macro, que ce soit macro, avec l'économie en général de tous les pays, du monde entier tout simplement. On a tous les résultats qui tombent, qui sont mis en jour en direct. Et c'est intéressant puisque ça nous permet de suivre au jour le jour ce qu'on aura en termes de résultats. Donc par exemple aujourd'hui les résultats importants à surveiller c'était les PMI qui sont parus ce jour à 15h45, qui sont ressortis en hausse d'ailleurs aux États-Unis. C'était ce qu'attendait le plus le marché ce jour. Je pense que ça a fait un certain soulagement puisqu'on voit les bougies qui... On a vu une bougie rouge aujourd'hui, je pense que certains ont pris leur profit par rapport à ce type de résultat qui pouvait paraître et à la surprise qu'on peut avoir. Le fait qu'on ait eu un résultat un peu plus positif, je suggère qu'on pourrait aller beaucoup plus haut. Et ça pourrait justifier aussi d'un retour sur le plat de SSB, que je vous ai parlé tout à l'heure pour le CAC. Donc voilà ma réponse à la question, c'est le site que j'utilise, que je vous conseille également d'utiliser, puisqu'on peut vraiment trier à la fois par pays ou par catégorie, on peut vraiment trouver tous les résultats qu'on veut. Moi je laisse l'ensemble des résultats qui doivent paraître, puisque j'aime bien suivre toute l'actualité de ce point de vue-là. Mais maintenant, si vous voulez, par exemple, l'impact qui aura le plus gros impact sur le marché, on peut le trier avec ces 3 étoiles. Et là, ce que nous montre la page, c'est tout simplement les plus grosses news que vont entendre les marchés en termes de chiffres. Donc là, par exemple, si on prend le 13 octobre, ça sera la semaine prochaine, le taux d'inflation pour le mois d'août, si je ne me trompe pas. Non, on est en octobre, pardon. C'est pour le mois de septembre, c'est écrit en plus. Donc il va paraître, là, on attendra forcément de la volatilité sur ce niveau-là.
Donc voilà, c'est un site que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert en début d'année et qui me sert beaucoup en tout cas pour analyser l'ensemble des chiffres. J'utilise également le Commitment of Traders, donc le rapport des traders, et donc les positions qui sont données pour l'ensemble euh, des gros fonds comme on pourrait avoir. Ça permet également de voir un peu les positions qu'ont tous les managers, les asset managers, comme on peut le voir ici pour le Bitcoin. On peut traiter l'ensemble des produits. Et ici, je me sers pour voir l'ensemble tout simplement l'index Bitcoin, qui me permet de voir les positions qu'ont les gestionnaires de fonds. On voit qu'on reste quand même aussi on reste quand même assez bullish pour les gestionnaires qui doivent racheter des supports, comme on dit, avec un taux de vendeur qui reste assez faible, et donc des positions longues qui restent en hausse, comme on peut le voir avec la position nette ici en jaune. Et également le nombre de positions longues qui continue d'augmenter, au moins pour la semaine dernière. Alors ces types de résultats sont mis à jour tous les vendredis soirs. Si je ne me trompe pas, ça doit être sur les alentours de 20h, heure française. Et c'est intéressant de suivre parce que ça nous permet de voir ce que pensent les institutionnels. Et ça nous permet de nous positionner sur la position du marché aujourd'hui, je dirais, avec une volatilité qui est forte. Par contre, des gestionnaires qui vont commencer à rentrer en position, ça peut être un signe que les personnes qui sont informées commencent à se placer sur des supports clés. Et donc un signe qu'on pourrait avoir tapé le bottom ou un point bas, comme on pourrait appeler en français. Donc voilà, je vous le mets également dans le salon temporaire si ça vous intéresse, parce que c'est quand même, je trouve, des résultats qui sont assez importants et assez intéressants à suivre, puisque c'est l'ensemble des gestionnaires de portefeuille. Et ce que j'aime regarder également plus principalement sur le Bitcoin, c'est ce MVRV, donc le Market Value, avec la Real Value, et c'est vrai qu'en ce moment on est sur des points bas, avec le ratio qui est au plus bas, et c'est vrai qu'on a tendance à acheter sur ces niveaux-là, d'un point de vue technique, puisqu'en dessous de 1, on dit que le marché est vraiment survendu, et qu'on est sur un point bas. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, forcément. Par contre, ça suggère que le marché a vraiment allé loin dans la baisse, et que le Bitcoin atteint un prix qui devient intéressant à acheter si on regarde sur le long terme, sur plusieurs années. Donc c'est également un site que j'aime beaucoup regarder en termes de résultats. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble des marchés. Je pense avoir présenté tout ce que je voulais en termes d'indices et de crypto, avoir fait le tour de tous ces niveaux-là. Donc c'est vrai que les marchés rebondissent cette semaine, ça fait du bien. Et je vous le cache pas, ça fait du bien d'avoir un peu de vert. Au moins cette semaine, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de rouge depuis la fin de l'été. C'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Et le fait que les marchés rebondissent aussi fort, on voudrait croire au moins un rebond technique sur des niveaux beaucoup plus hauts que ce plat de SSB par exemple. Évidemment, on ne dicte pas le marché, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est intéressant et ça fait plaisir de voir ces rebonds-là. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire. Moi, je reste disponible. C'est toujours un plaisir de répondre à tout ça. Merci Abdella. Je regarde Gazprom que vous avez à l'écran ici. Gazprom, c'est, je pense, une action à surveiller puisque c'est le fournisseur russe de gaz. Et je pense qu'un retour à la hausse de cette action voudrait signifier que on est informé de certaines informations concernant la guerre et l'évolution de la macroéconomie, surtout les relations internationales vis-à-vis de la Russie. Et ça voudrait dire, pourquoi pas, la fin d'un conflit. Ce qui serait assez apaisant en termes de situation géopolitique. Ça reste vraiment très compliqué. C'est vrai qu'on marche sur des œufs, vraiment, pour être honnête, sur ce point de vue-là, puisque ça reste vraiment tendu et les marchés restent vraiment à l'écoute de ce que vont donner la suite
de l'évolution qu'on peut avoir sur ce conflit. Donc voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de remarques, je vous propose d'en arrêter là pour le live. Ça a été un plaisir de communiquer à travers ce live. Je pense en refaire d'autres également. C'est pas fini. On vous fera la même communication qu'aujourd'hui avec une annonce sur le salon annonce en général. Et donc une suite sur le live plus tard. Je sais que certains d'entre vous avaient voulu la rediff, donc je la mettrai. Je vais voir avec les admins, entre guillemets, comment on va le publier. Et je le mettrai en analyse romain dans mon salon, une fois que j'en saurai plus. Mais écoutez, je pense que je vais arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à rester là durant tout le live et durant toutes les analyses. En tout cas, c'est un plaisir de passer en revue toutes ces cryptos et indices. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très vite.